Salut les réalistes de Twitch et de YouTube, c'est Flo Poulpier et bienvenue pour cet hebdo JDR, qui est plus très hebdomadaire parce qu'en ce moment, voilà, hein, il fait beaucoup trop chaud pour moi. Donc on est le 17 juillet, j'essaye quand même de rattraper un petit peu l'actualité des 2 dernières semaines. Je m'excuse d'avance si vous avez un petit son parasite en fond sous la musique et sous ma voix. J'ai 2 ventilateurs, un petit ventilateur là et un plus grand ici pour essayer de survivre par ce temps. J'espère juste que ça sera pas trop gênant au niveau du son. Donc ce soir, on va un petit peu parler de la situation de BBE par rapport à leurs dernières annonces en fait qu'ils ont fait sur leur site. On va parler de de Paizo dont la situation, on l'a expliqué, était difficile et du coup ils ont dû mettre fin à un partenariat qui était très important pour eux, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Même si voilà, je trouve que ça plombe un petit peu leur image. On va parler de la grosse sortie de cette semaine qui est Twilight Sword, donc le Zelda-like par Too Little Mice. On va parler aussi de 2 bundles accessibles, dont un qui est pour venir en aide à un créateur qui est dans une situation personnelle un peu compliquée. On va voir tout ça, et bien sûr, évidemment, les financements participatifs qui ont été lancés ces derniers jours. Allez, on va y aller. Allez, on va passer sur les news, et on va commencer du coup avec évidemment les news francophones. Je voulais, avant toute chose, avant de parler de jeux de rôle et autres, vous mettre en avant, faire un petit, faire un petit focus sur une émission qui a été lancée par donc des collègues de YouTube, à savoir ici, donc c'est la chaîne de Simon Lee, qui est donc, si je ne dis pas de bêtises, l'une des têtes pensantes de Angel Dust JDR, qui est donc un collectif d'édition de jeux de rôle indépendants, et qui du coup a lancé une série. Alors, normalement ça va être une série de podcasts, puisque du coup là c'est l'épisode 1 qui parle du fait de décoloniser le JDR. Donc un premier épisode de presque 2 heures est sorti, donc avec effectivement Simon Lee, et donc vous voyez à l'écran Mehdi et Linou, Linou Major 0, et du coup c'est très intéressant. C'est extrêmement intéressant, la question de toute l'imagerie coloniale au sein du jeu de rôle et du racisme sous-jacent qui va de pair. C'est une question qui est extrêmement intéressante. Évidemment, pour des raisons assez claires, si je puis dire, je me sens pas d'aborder le sujet. Je ne suis pas une personne concernée et du coup, je ne me sens pas légitime d'aborder cette question-là. Du coup, je trouve ça extrêmement bien que des personnes concernées en discutent enfin. Après, c'est pas une étude, une étude académique, hein. Il s'agit donc d'un débat, d'un échange, d'un podcast. Donc les personnes on donne surtout leur ressenti, leur avis. On peut ou pas être d'accord avec ce qu'ils disent, hein. Effectivement, il y a des points où je suis pas totalement d'accord avec eux, mais même si, voilà, je trouve personnellement que je suis à fond derrière tout ce qu'ils disent à 95%. Mais comme j'avais dit, je suis peut-être pas le mieux placé pour dire là vous vous êtes peut-être trompé. Non. Allez l'écouter, c'est super intéressant et franchement j'ai très hâte qu'on ait la suite, parce que du coup ce premier épisode fait surtout un constat de la situation actuelle, du coup de l'imagerie coloniale et de l'héritage du colonialisme dans le jeu de rôle. Et du coup, j'ai hâte qu'on aborde aussi comment on peut faire évoluer les choses.
Et je pense que ça sera abordé dans d'autres épisodes. Par contre, je n'ai aucune idée de quand sortiront les prochains épisodes. Mais je les attends avec impatience et je vous invite très fortement, très très fortement à aller vous abonner à la chaîne de Simon qui est très très cool et à aller écouter ça et à envoyer plein de force à Angel du JDR qui évidemment la chaîne se fait en gros les commentaires sont soit de gens qui sont extrêmement tiennent énormément l'initiative et de l'autre côté on a les faves qui sont de sortie évidemment. J'en profite au passage aussi pour envoyer de la force au groupe Facebook participante de JDR qui est administré donc par Axel Bouet qui ces derniers temps simplement pour avoir rappelé en fait que le symbole avec les 3 flèches que vous voyez en bas de mon propre stream, donc c'est un symbole Antifa qui est là pour qui sert normalement à recouvrir la svastika donc la croix gammée des nazis. Et du coup pour avoir rappelé que c'était un symbole Antifa et que le groupe participant de JDR est un groupe Facebook ouvertement Antifa, se prennent depuis plusieurs jours la sauce et des vagues d'inscriptions, de harcèlement de la part de groupuscules effectivement de FAF. Je crois qu'il y a eu plus de 1000 tentatives d'inscription sur le groupe Facebook de la part effectivement de bons gros racelards qui en ont profité évidemment pour lâcher leur haine envers Axel et Erwick qui gèrent ce groupe Facebook. Donc je leur envoie plein de cœurs. Et je vous invite effectivement, si vous le souhaitez, à aller vous inscrire à ce groupe Facebook et à les soutenir. Donc envoyez de la force à toutes ces personnes-là, aussi bien Angel Dust que participantes de JDR. C'est vraiment des gens qui le méritent. On va passer maintenant sur le point Black Book Edition. Du coup, avec, pour commencer, un petit tour d'horizon des gammes en cours de ce qui arrive. Du coup, Black Book a publié un post sur leur site donc en début du mois de juillet. Rapidement pour dire effectivement que les différentes précommandes avancent. Du coup, on a Darkhold qui arrive bientôt. Pareil pour le compagnon Chroniques oubliées. Le supplément pour Pathfinder 2 consacré à la nature. Starfinder 2 qui est en cours de traduction. Les envois de Daggerheart ont commencé. Je sais que j'ai vu certaines personnes sur Discord montrer de belles photos de leur coffret Daggerheart qu'ils viennent de recevoir. J'ai très très hâte de recevoir le mien, évidemment. Et du coup, globalement, on a juste une petite prise de parole de BBE pour indiquer que globalement, ça se passe bien. Alors, on n'a pas de chiffres, on le rappelle, Black Book Edition, à la fin de l'année 2025, est passé en redressement judiciaire suite à des gros problèmes de trésorerie liés, entre autres, avec un souci lié avec leur entrepôt qui a bouffé une grosse partie de leur thune. Du coup, ils avaient choisi effectivement de limiter le nombre de financements participatifs qu'ils lançaient pour pouvoir, proposer un plan de redressement judiciaire, de redressement financier. Alors, si je me rappelle bien comment ça se passe, normalement, au bout de 6 mois, ils sont censés avoir un premier passage devant la justice pour statuer effectivement s'ils continuent d'être en redressement. Et après, il me semble que cette période peut être renouvelée une fois
pour de nouveau 6 mois. Et que au terme de ce deuxième délai, là par contre effectivement le juge décide si la société donc sort du redressement judiciaire ou si on passe en liquidation. Donc là-dessus, on n'a pas d'infos. On a juste le fait que, effectivement, Black Book annonce que pour le moment, ça va, qu'ils font face aux défis et qu'ils ont l'air de s'en sortir. Donc j'espère sincèrement que ça se passe bien pour eux. Hein. Voilà, et que du coup, effectivement, on a plusieurs gammes qui ont l'air d'être de très très bien marché. J'espère vraiment que Daggerheart et Shadowrun ont vraiment boosté leur trésorerie. Je devais vous en parler la semaine dernière, mais du coup, comme j'ai pas fait d'émission la semaine dernière, on a raté la précommande pour justement le premier gros supplément pour Daggerheart, donc Fear and Hope en anglais et donc Espoir et Peur en français, qui est prévu donc pour arriver à la début de l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Et qui apparemment a très bien fonctionné. Et du coup, dans les projets par contre qui arrivent sur Black Book, on a l'annonce de suppléments pour Shadowrun Anarchy, deuxième édition, donc qui est une version qui a été développée à la demande du coup de l'éditeur américain par l'entreprise française. Puisque, pour rappel, la première édition de Shadowrun Anarchy a été développée donc, par Catalyst. Merci, Catalyst Press. Donc, Catalyst Press avait sorti Shadowrun Anarchy 1, qui était très perfectible, on va dire. La version française avait été prise en charge par BBE, et l'équipe avait fait un travail, un travail de réécriture en fait de cette première version. Catalyst Game Lab, merci aussi, je savais que je pouvais compter sur toi. Et du coup, pour la seconde édition de Shadowrun Anarchy, Catalyst a décidé de faire appel directement à BBE et à l'équipe qui a bossé sur la traduction de Shadowrun Anarchy 1. Premier Kickstarter qui a très bien fonctionné pour cette nouvelle version d'Anarchy. Personnellement, je l'ai reçu, j'ai lancé une campagne, et c'est très bien. En tout cas, moi, j'en suis très satisfait. Et du coup, après ce premier succès, visiblement, Catalyst a l'air d'être assez satisfait pour avoir passé une nouvelle commande auprès de Black Book. Et donc, on va avoir 2 nouveaux suppléments. Un supplément de règles et un supplément de scénario. Donc, arrive prochainement le compagnon, donc pour Shadowrun Anarchy 2, qui va proposer donc tout un ensemble de nouveaux archétypes de personnages avec le retour des technomanciens, avec les différents personnages qui sont tels que les minotaures ou les zoocantropes. Apparemment, on pourra même jouer des infectés, donc des gens qui sont parasités par des esprits de la pollution, ou même des esprits libres. Why not? Mais bon, ça risque d'être un peu relou. On va avoir des règles et du contexte sur la magie. Du coup, j'espère entre autres qu'on va avoir un petit peu aussi des variantes de sorts, parce que les sorts sont un petit peu limités dans le bouquin de base. Et on va avoir un peu plus de chair à bâcher, hein, avec les esprits insectes, les esprits de l'ombre, les cyborgs et tout plein de choses. Donc, d'accord, les infectés, c'est les gens qui ont le virus Kruger, donc les ghouls, les vampires, ok. Oui, je me repose là sur mon spécialiste de Shadowrun du chat,
que même si je masterise cette version donc de Shadowrun Anarchy, je suis très loin d'en connaître toutes les arcanes. Sur ces conseils, j'ai quand même acheté un certain nombre de suppléments de contexte qui contiennent peu de règles pour pouvoir justement me concentrer sur le background et l'utiliser avec Shadowrun Anarchy 2.0. Et du coup, j'ai hâte de voir ça. Et à côté de ça, on va avoir un supplément donc de scénario qui va s'appeler l'appel de Johnson. Les Johnson étant les mandataires, les fixeurs dans l'univers de Shadowrun pour les Shadowrunners. Et du coup, on va avoir ici une vingtaine de topos de missions, donc de scénarios indépendants, mais qui peuvent aussi, dont certains être joués en campagne, plusieurs aventures sur plusieurs pages, un grand scénario de 30 pages qui s'appelle Écho de Rage, donc je pense qu'il va être consacré aux conséquences des Nuits de la Rage, donc les pogroms anti-méta-humains de l'univers de Shadowrun, et des lieux décrits en détail pour utiliser dans vos parties de Shadowrun. Pour l'instant, on n'a pas encore de date de lancement, mais ouais, moi je me suis directement inscrit pour être averti. Ça sera disponible en anglais et en français, puisque évidemment c'est une équipe française qui est derrière les bouquins. Et j'ai très hâte de mettre la main sur ça, puisque comme je l'ai dit, je n'ai que des bonnes choses à dire sur sur Shadowrun Anarchy, aussi bien la première que la deuxième version par Black Book. Et toujours chez Black Book, on a un projet qui devrait bientôt arriver, qui est l'adaptation du jeu de rôle Polaris. Alors, il paraît que c'est un jeu de rôle inoubliable de Philippe Tessier. Bon, moi, effectivement, il a l'air d'être inoubliable, mais surtout parce que c'est un jeu de rôle qui est un petit peu un gag. Enfin, moi, je l'ai surtout connu comme étant un jeu de rôle dont on se moquait sur de très nombreux forums à cause de ces règles qui sont imbitables. Un univers qui a l'air d'être très intéressant en termes de SF, où en gros, suite à la montée des eaux, l'humanité a dû s'adapter à la vie sous les océans. Mais un système, mais je n'ai jamais lu une seule critique positive du système de jeu. Autant j'ai vu plein de retours positifs sur l'univers, sur le background, autant sur le jeu, la partie jeu du jeu de rôle, ça a été toujours une catastrophe, le truc se faisait descendre. Et donc, apparemment, Black Book a décidé de proposer une alternative, puisque ça sera une prochaine édition de Polaris, qui sera du coup, je crois, la 4e, si je dis pas de bêtises, sera proposée avec une motorisation en Chronique oubliée. Alors, ça ne sera pas un supplément pour Chronique oubliée, ça sera un jeu complet avec les règles de Chronique oubliée moderne inclus dedans et retravaillé pour être adapté à l'univers de Polaris. Et je crois pas qu'il y ait encore de date d'annoncer. Non, pour l'instant, ils disent qu'ils bossent dessus, mais on n'a pas de date encore de la précommande. Mais effectivement, ce qui est cool, c'est qu'on a un jeu ici de SF. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit peu de fantastique, si j'ai bien compris, mais qui est très léger. C'est vraiment plus de la hard SF, d'après ce que j'ai compris. Et c'est un genre qui est assez peu représenté en France, donc c'est toujours cool d'avoir cette option-là qui arrive. Du coup, je vous mets dans le chat et bien sûr, je mettrai aussi dans la description de la vidéo les liens vers les annonces et vers le futur Kickstarter de Shadowrun Anarchy 2 des suppléments. Alors, une petite news que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et que du coup j'avais envie de partager avec vous, même si
personnellement, elle ne me concerne pas. C'est la mise à disposition en open source de fichiers pour faire de l'impression 3D d'écran de jeux de rôle modulaire et customisable. Je vais être totalement transparent, j'y connais absolument rien en impression 3D, mais alors vraiment que. Du coup, je n'ai aucune idée de la viabilité et de l'accessibilité du bousin. Mais je vous partage ça parce que je sais que effectivement, parmi les gens que je connais, parmi la communauté JDR, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont très impression 3D pour leurs figurines, pour leurs dés, pour les éléments de décor. Et du coup, effectivement, là, je partage ça et si jamais c'est cool, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires sous la vidéo sur YouTube. Ça sera toujours intéressant pour moi de savoir si effectivement c'est quelque chose de bien. On va pouvoir passer aux news en anglais alors, avec du coup l'arrivée d'une nouvelle classe en playtest en accès libre sur The Void, la page consacrée au playtest de Daggerheart. Du coup, on a l'invocateur qui est disponible, qui est du coup un magicien qui invoque des créatures, qui utilise les domaines de la splendeur et du sang. Donc on retrouve le domaine du sang qui avait été créé au départ pour le Blood Hunter. Du coup, en gros, on a une version martiale utilisant le domaine du sang avec le Blood Hunter et une version magicienne qui utilise le sang avec le Summoner. Et surtout deux sous-classes avec d'un côté le théurgiste qui a tendance à invoquer des petits anges ou des gros archanges bien bourrins pour l'assister. Et de l'autre côté, le nécromancien qui lui va appeler des fantômes, des zombies et tout ça pour l'assister. Du coup, effectivement, on a enfin une classe de nécro dans Daggerheart et une classe qui peut aussi s'approcher un petit peu plus d'un clerc un peu plus classique que ce qu'on a avec le Séraphin. Donc, à voir du coup ce que ça donne. Je l'ai survolé, mais je joue à Daggerheart, je masterise du Daggerheart, mais je suis pas suffisamment calé sur le système pour voir si cette première version, ce premier jet est bien équilibré. En tout cas, c'est disponible bien évidemment gratuitement sur The Void, donc n'hésitez pas à aller choper et à faire vos retours à Darrington. Bien sûr, uniquement en anglais pour le moment. Au niveau des annonces de nouveautés de projets qui arrivent, on va avoir chez Pelgrane, du coup les éditeurs de 13e âge et de tous les jeux du coup Gumshoes, puisque justement le jeu dont on va parler est un jeu Gumshoes. C'est un jeu de rôle d'enquête qui va se centrer sur un village de hobbits, ou de halfling. Du coup, je sais pas s'ils ont ce qu'ils ont comme droit d'utiliser comme désignation. Mais du coup, on a à la place du coup des Gumshoes, il y a énormément de versions de Gumshoes aujourd'hui. La base, c'était Exoterroriste, si je ne dis pas de coterie, où on était donc sur des enquêteurs qui enquêtaient sur des crimes commis par différents cultistes de différentes entités des ténèbres. On a eu Black Knight Agent, où on joue des espions plus ou moins grillés qui combattent une conspiration vampire. On a eu du Cthulhu, évidemment. Et donc là, on a, histoire de changer un peu tout ça, alors ils disent un jeu de rôle cosy, de crime cosy, sachant qu'ils parlent quand même de meurtre à un moment dans le comment dire, la petite présentation qui a été donnée. Je ne sais pas si c'est si cosy que ça.
Mais le cadre, en tout cas, va l'être. Du coup, moi, ça me fait évidemment énormément penser au film Hot Fuzz. Du coup, avec cette petite ville de la campagne anglaise où il y a des tas d'accidents, entre guillemets, qui se passent. Et je me demande du coup s'ils vont s'inspirer de ça pour ce jeu-là. Sachant que là, du coup, on va être sur des enquêteurs qui peuvent utiliser de la magie, hein, puisqu'on est dans un univers de fantasy pour les aider dans leurs enquêtes. D'ailleurs, ça me rappelle que Gumshoes avait déjà eu un jeu avec beaucoup de pouvoir, puisqu'on avait... alors, je ne me rappelle plus le nom exact du jeu. Je crois que c'est City Mutant Blues, si je dis pas de bêtises, qui était une version où on jouait en fait des flics disposant de super pouvoirs, qui enquêtaient du coup sur les crimes liés aux pouvoirs psychiques et compagnie. Du coup, oui, il y a eu énormément de versions de Gumshoes, mais je crois que c'est la première qui se revendique d'une certaine légèreté. C'est du coup un jeu designé par Gareth Ryder Hanrahan, qui est selon moi, un des tout meilleurs auteurs de campagne de jeux de rôle, qui a fait des bouquins absolument géniaux pour 13e âge, et évidemment développé par Robin D. Lowe, qui est l'une des têtes pensantes de Pelgrane. Donc à surveiller si... Alors, autant je dois avouer que j'ai acheté plusieurs bouquins Gumshoes, mais j'ai jamais été... Mutant City Blues, merci Sandrone et bonsoir à toi. Je n'avais pas vu ton arrivée. Mutant City Blues, donc le jeu de rôle de super-héros d'enquête. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai bouffé. Voilà ce que je voulais dire. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, j'ai acheté plusieurs jeux Gumshoes, entre autres suite à plusieurs bundles sur Bundle of Holding. J'ai par exemple toute la gamme Night Black Agent, et j'ai toute la gamme Mutant City Blues. Mais du coup, je n'ai jamais vraiment accroché au jeu. Là, j'ai envie quand même de jeter un coup d'œil. Juste pour le côté, le cadre petit village calme de Hobbit, dans lequel il se passe des choses. Et puis bon, voilà, le fait que ce soit écrit entre autres par Gareth Ryder Hanrahan, ça me motive, même si, bon, il a aussi bossé sur Night Black Agent, mais j'ai pas accroché. Ensuite, juste une petite news que j'ai vu passer, que j'avais envie de partager. Atlas Game vient de passer son jeu de rôle Magical Kitty Save the Day en Common Open licence, en Creative Commons 4. Ça veut dire qu'effectivement, le jeu est en licence libre désormais. Alors, Magical Kitty Save the Day, c'était un jeu donc publié par Atlas Game, dans lequel on joue des chats avec des pouvoirs magiques qui sont là pour aider leurs humains et les protéger. Et c'est un jeu qui a été conçu avec l'idée de servir à l'initiation au jeu de rôle pour des enfants. Le jeu a été écrit de telle manière à être intéressant pour des adultes, mais suffisamment simple d'accès pour qu'il puisse être très facilement compréhensible et accessible à des enfants, je crois qu'ils disent à partir de l'âge de 6-7 ans. Et du coup, ils ont mis ce jeu en Creative Commons, avec en plus un programme de financement pour les 30 designers qui proposerait un supplément compatible avec ce jeu. Donc voilà, alors du coup je ne crois pas qu'il y ait de version française de Magical Kitty Save the Day.
Mais du coup, vu que c'est passé en Creative Commons, si jamais il y a quelqu'un qui veut s'amuser à faire une traduction, ça sera autorisé. Allez-y. Toujours dans les annonces de jeux à venir, on a chez Chaosium l'annonce d'un nouveau jeu qui n'utilise pas le basique. Ça, c'est une vraie nouveauté du coup. Alors, je vais pas pouvoir vous annoncer grand-chose pour le moment, puisque à part voilà le titre et le contexte général, on a très peu d'infos. Donc, Chaosium qui va nous proposer un jeu qui s'appelle Time Without Tide, qui est un jeu victorien, steampunk, avec du fantastique, d'exploration et d'aventure, donc un côté très pulp là aussi, où vous êtes des explorateurs qui sortent des murs fortifiés d'une ville pour aller explorer un royaume plongé dans les brumes à la Silent Hill, où vous êtes protégé juste par votre lanterne. Et c'est à peu près tout ce qu'on a comme info. On sait juste ça, on sait que ça n'utilisera pas le système basique, donc le système à base de dés de sang qui m'autorise pratiquement presque tous les jeux de rôle de Chaosium. Est-ce que du coup, ce qu'on se pose la question, c'est est-ce que ça utilisera le système Hero War, Hero Quest, Quest World, qui, vu qu'ils ont sorti le Quest World et depuis ils n'ont rien sorti pour le jeu, ça serait peut-être intéressant qu'ils se décident enfin à sortir des choses pour ce système-là. Mais vu qu'ils parlent d'un nouveau système entièrement nouveau, je pense pas que on aille dans cette direction-là. Je pense qu'on ira vraiment sur un tout nouveau système. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'ils disent Gorgeous Artwork créé par une équipe de cartographes. Il faut savoir que les illustrations sur la page ici ont changé, puisqu'ils se sont rendus compte que certaines des... du coup, ils avaient commandé des illustrations et l'un des illustrateurs leur a pas dit, il a utilisé des illustrations générées partiellement par IA, ce que Chaosium a moyennement apprécié. Du coup, les illustrations ont été changées depuis, et normalement là j'ose espérer que du coup toutes les illustrations qu'on voit ont été faites par des êtres humains, mais du coup on devrait en apprendre plus lors de la Gen Con, donc ça sera le mois prochain, au mois d'août, qu'on va avoir un petit peu plus d'infos. En tout cas, la page BackerKit est déjà en ligne si jamais vous voulez suivre cela. Mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'infos. Et en autre projet qui se lance, enfin si on a une date, on sait que le projet, lui, se lance dans 24 jours. Du coup, effectivement, comme je le dis, mi-août. Et l'autre projet dont je vais vous parler se lance sur la même période, hein, c'est autour de la date de la Gen Con, c'est normal. Du coup, là, il s'agit d'un projet de Mongoose qui nous ressort un jeu qui n'avait pas eu d'édition depuis presque 30 ans. D'ailleurs, c'est un jeu qui n'a eu que 2 éditions jusqu'à présent, une en 1982 et une en 1998. Pour vous donner une idée, c'est pas un jeu de rôle qui a eu masse pléthore d'éditions. C'est Dark Conspiracy. Du coup, Dark Conspiracy, c'est un jeu d'horreur motorisé avec le système de Traveler. Donc, c'est du 2D de 6. Alors, on était sur un monde qui nous présentait... le principe de Dark Conspiracy, c'est de présenter en gros un monde très proche dans le futur, pré-cyberpunk, avec un effondrement, en fait, suite à plusieurs crises économiques et tout ça, un effondrement du pouvoir des institutions et des nations,
et un renforcement du pouvoir des entreprises, des conglomérats et des corporations, hein, disons-le, avec aussi un basculement fascisant de certains États. Oui, en fait, le jeu en 98, il décrivait notre monde en 2026. C'est là que... Ouais. Mais avec tout ça aussi, l'émergence du coup de forces des ténèbres qui du coup naviguaient et peut-être encourageaient cette dégradation de la situation. Et les personnages sont des agents de la Dark Conspiracy chargés de combattre ces créatures des ténèbres et de protéger la connaissance, enfin de s'assurer que la personne ne soit au courant de l'existence de ces créatures-là. Ça veut dire que on est sur un jeu où on joue quand même des agents d'une conspiration, une agence paragouvernementale qui est chargée de combattre le surnaturel, mais qui est aussi chargée d'éliminer tout témoin potentiel de cela. En gros, on joue pas forcément des gentils. Alors ça, c'était le jeu, et il y a des points qui ont l'air d'être déjà repris hein, dans cette future nouvelle édition. Mais du coup, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire et ce qu'ils vont réécrire un petit peu l'univers, parce que comme je dis, là, ce que je vous ai décrit, c'était un petit peu la base du jeu en 98, hein, où on était en pleine vague X-Files. Et du coup, il y avait vraiment cette grosse inspiration, cette grosse vibe X-Files avec la conspiration, les agents du gouvernement et compagnie. Est-ce qu'ils vont reprendre les choses telles quelles? Ou, vu comment notre monde a évolué, ils vont un petit peu changer ça? Je ne sais pas. En tout cas, voilà un énième jeu de surnaturel dark. Personnellement, le côté extrêmement sombre de tout ça ne me fait pas du tout envie. Je préfère du coup m'orienter vers Curseborn, dont je porte le t-shirt là, qui, malgré le fait qu'il nous présente un univers là aussi très sombre et maudit, et plein de malédictions et tout ça, eh bien, on a cet angle d'attaque du jeu qui dit que les personnages des joueurs sont là pour faire bouger les choses et essayer de les arranger, de créer un petit peu d'espoir. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, je trouve. Et gros point de news dont je voulais parler ce soir, c'est la situation de Paizo et plus particulièrement l'arrêt de leur partenariat avec Archive of Netis. Alors, pour ceux qui ne visualisent pas, Archive of Netis, c'est un énorme site qui, avec l'accord de Paizo et leur soutien, reprenait l'ensemble des règles et des options de Pathfinder 1 et 2 et de Starfinder 1 et 2. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous pouviez directement en fait jouer à Pathfinder ou à Starfinder sans acheter aucun bouquin, avec les règles, l'ensemble des règles accessibles dès la sortie des livres dans le commerce. En fait, Paizo s'était mis en accord avec Archive of Netis, leur fournissait les livres à l'avance, et derrière, Archive of Netis avait le droit de mettre tout ce matos-là sur leur site, y compris avec les illustrations officielles de Pathfinder et de Starfinder. Ce partenariat, qui était emblématique pour les joueurs des jeux Paizo, s'arrête à partir du 24 juillet. Alors, qu'est-ce que ça recouvre en fait, le fait que ce partenariat s'arrête? Ça ne veut pas dire que Archive of Netis disparaît. Il y a toujours la licence Orc
qui est du coup la licence pas Creative Commons, mais la licence d'utilisation du matériel de Paizo qui existe. Et du coup, Archive of Netis va devoir s'aligner sur cette licence-là pour mettre les informations sur leur site. Ça veut dire aussi que Paizo ne va plus leur fournir les bouquins à l'avance. Ils vont donc devoir les acheter pour avoir accès au contenu et pouvoir ensuite mettre ce contenu sur leur site. Ils ne vont plus avoir le droit aussi d'utiliser les illustrations officielles de Paizo qui ne sont pas couverts par effectivement la licence Orc. Ça, voilà. Comme certains le disent dans le chat, mauvaise nouvelle pour les joueurs de Pathfinder, mais move que je peux comprendre, parce qu'on a abordé la question il y a 3 semaines. Paizo est dans une situation compliquée. Ils ont perdu plusieurs millions de dollars l'année dernière à cause de leur situation avec Diamond Comics Distribution. Je pense qu'ils n'ont tout simplement plus les moyens de distribuer des bouquins gratuitement et de permettre à ce que des joueurs aient accès gratuitement au contenu de leurs bouquins Day One de leur sortie. Dans les faits, ces contenus qui rentrent dans l'utilisation, la politique d'utilisation de la licence Orcs, finiront quand même sur Archive of Netis. Ils le finiront juste plus tard. Je pense ici que le but de Paizo, très clairement, c'est de créer du FOMO, du Fear of Missing Out, la peur de rater un petit peu des infos importantes, et que du coup, les fans de Pathfinder et de Starfinder, qui en ont les moyens, passent à la caisse pour avoir les bouquins le plus rapidement possible, alors qu'avant, ils pouvaient se permettre en fait d'aller tranquillement chercher les infos sur Archive of Netis et puis on verra si on achète le bouquin plus tard. C'est une stratégie commerciale qui est là, je pense, pour pouvoir un petit peu booster leur vente dans une situation où financièrement Paizo, où la situation est compliquée pour Paizo. Surtout qu'évidemment, tout ça, enfin ils le disent parce que de leur côté, Archive of Netis, ils ont dit ouais, Paizo nous a un petit peu lâché sur ce truc-là, donc ils ont un petit peu dit qu'ils n'étaient pas contents, ce qui est parfaitement entendable. Mais de l'autre côté, Paizo, ils ont dit oui, mais le problème c'est que vérifier en fait que vous respectez une licence et compagnie, ça demande à ce que le partenariat qu'on avait, c'était quelque chose qui devait être renouvelé. Ça veut dire qu'on devait payer des avocats pour relire ces contrats qu'on avait avec vous, et ainsi de suite. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de ça. Donc aujourd'hui, on a une licence qui est destinée à tout le monde, qui est la licence Orc. Vous allez vous aligner là-dessus. Je l'avais expliqué il y a 3 semaines, Paizo, ils sont dans une situation qui est compliquée et je pense qu'ils essayent de faire le plus d'économies possible par tous les moyens qui leur est accessible aujourd'hui. Et encore une fois, les règles qui arriveront dans les différents suppléments, vous finirez quand même par les avoir sur Archive of Netis. Ça demandera juste plus de temps et ça va demander à ce que Archive of Netis, ils achètent aussi de leur côté les bouquins plutôt que de se les voir offrir par Paizo. Mais voilà. Donc triste nouvelle, mais je sais que j'ai beaucoup bâché des éditeurs sur cette chaîne, que ce soit en direct sur Twitter ou sur Twitch, sur YouTube ou Twitch.
Mais là, je peux pas vraiment jeter la pierre à Paizo vu la situation dans laquelle on est. On n'est pas sur la situation de Hasbro Wizard qui licencie 900 personnes 3 jours avant Noël en 2023, juste pour faire plaisir à aux actionnaires. Là, on est clairement dans une entreprise qui est dans une situation financière compliquée, qui a été obligée de licencier une part importante de son personnel il y a 3 semaines, en faisant tous les moyens possibles pour pouvoir les réengager avec les mêmes postes et les mêmes rémunérations si jamais la situation venait à s'améliorer prochainement. Donc, je peux vraiment pas jeter la pierre à Paizo ici. Ils font avec ce qu'ils peuvent. C'est le capitalisme, la merde. Allez, on va passer au financement participatif. Et tout à l'heure dans le chat, quelqu'un disait qu'on pouvait utiliser le Gumshoes système pour faire du nom de la rose. Eh ben, écoutez, justement, on a Mystère à l'abbaye de Rosebois, le jeu de rôle des moines détectives qui arrive en français. Donc le jeu existe déjà en anglais, ça s'appelle Rosewood Abbey, si je ne dis pas de bêtises. C'est disponible sur itch.io. Et là, la Loutre Rolliste nous propose une édition française. Du coup, l'idée, c'est de jouer des frères appartenant à une abbaye qui se vouent à la connaissance et à la vérité et qui donc sont chargés par le Vatican ou choisissent de se charger eux-mêmes d'enquêtes ayant lieu dans des aussi bien des lieux liés à la foi catholique que les villages, par exemple, à proximité de leur abbaye ou ce genre de choses. La particularité, évidemment, c'est que là, on joue exclusivement des moines. Je me rappelle plus si on a la possibilité de jouer des nonnes. Ça serait un petit peu chiant si la possibilité n'existe pas. Mais voilà, on est sur un jeu qui est clairement inspiré du Nom de la Rose et de Frère Cadfael, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que ça se prononce comme ça. Et on est sur un jeu qui est motorisé par Brindlewood. Ça veut dire qu'en fait, c'est une variante des jeux de rôle motorisés par l'Apocalypse. Donc le système, c'est 2d6 plus caractéristiques, avec des effets sur un 6-, sur un 7-9 et sur un 10+. Donc 6-, le narrateur prend la main et la situation dégénère. 7-9, vous obtenez vous obtenez tout ou partie de ce que vous cherchez à obtenir, mais avec une conséquence. 10+, vous obtenez ce que vous cherchiez à faire. Et du coup, qu'est-ce que le Brindlewood apporte par rapport au jeu motorisé par l'Apocalypse classique? Eh bien, c'est le fait d'avoir tout un système de résolution de mystères qui n'est pas préécrit. L'idée dans les jeux motorisés par Brindlewood, c'est que au fur et à mesure de l'enquête, les personnages vont trouver des indices et qu'à un moment, ils vont se poser pour établir une hypothèse sur qu'est-ce qui s'est passé, qui est le coupable, et ainsi de suite à partir de ces indices. Et c'est en fonction du nombre d'indices qu'ils ont fait et d'un jet de dés que qu'en fait, on va voir si cette hypothèse est juste ou pas.
et derrière, ils vont pouvoir agir en fonction de ça. En gros, c'est les joueurs qui vont décider qui est le coupable. Et alors, c'est un système de jeu que j'ai eu l'occasion moi de tester avec Apocalypse Keys, qui est un jeu un petit peu à la Hellboy qui utilise ce système-là. C'est excellent. Quand ça fonctionne très bien. Ça donne des scénarios incroyables. Ça donne des rebondissements, des idées auxquelles on n'avait jamais pensé en tant que joueur. Par contre, alors j'ai essayé sur Apocalypse Keys, j'ai essayé aussi sur Public Access. En toute transparence, c'est par contre un style de jeu qui, je trouve, est particulièrement énergivore pour le meneur de jeu. Puisque là où en tant que meneur de jeu, on fait toujours de l'improvisation, mais on a tendance à se reposer sur les données et sur la vérité, entre guillemets, donnée dans le scénario. Là, on est un petit peu sans filet et on se repose sur les déductions des joueurs. Et il va falloir réagir en fonction de ça. Et quand ça quoi, c'est Chrobatatra. Alors, si les personnages font un 6- sur leur jet d'hypothèse, ça veut dire que leur hypothèse est fausse. Et généralement, il y a tout un système d'horloge qui avance jusqu'à une issue tragique. Et quand les joueurs perdent du temps avec une hypothèse qui n'est pas juste, en fait, l'horloge avance tout simplement jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où le meneur de jeu va devoir improviser, par contre, effectivement, une issue particulièrement dramatique. Et oui, et autre point qu'Obsidian soulève dans le chat, ça demande aussi d'avoir des joueurs qui soient prêts à jouer le jeu. J'ai eu la chance d'avoir le cas pratiquement à chaque fois où j'ai testé, mais effectivement, j'ai aussi eu le cas avec des joueurs un peu plus passifs qui aiment plutôt réagir à une intrigue que le meneur de jeu leur sert, qui n'est pas un jugement de valeur, hein, soyons clairs, c'est une autre façon de jouer, qui a aussi ses avantages et ses défauts. Et du coup, effectivement, là, ce genre de jeu à la Brindlewood Bay a tendance à se casser la gueule. Par contre, quand on a des joueurs qui sont prêts à jouer le jeu, qui sont capables de te lancer des trucs, ça donne des trucs complètement incroyables. Mais par contre, je sortais de chaque séance rincé. C'est, je pense, vraiment le style de jeu que je trouve à la fois l'un des plus intéressants en termes de jeu de rôle, l'un qui demande le moins de temps de préparation aussi. Mais alors, par contre, en cours de partie, ça bouffe une énergie en tant que meneur de jeu, et pour les joueurs aussi, d'ailleurs, hein, ils m'en ont déjà fait part, qui est assez importante. Donc, je pense que ce jeu-là a le même défaut que les autres, a ces mêmes qualités, ces mêmes défauts que les autres jeux qui s'inscrivent dans cette lignée-là. Si vous êtes amoureux du nom de la rose, j'ai envie de vous dire, allez-y les yeux fermés. Le jeu est déjà financé, hein, on est sur 207% du montant demandé. Il reste 46 jours pour participer. On a un pledge full PDF à 10 €, donc c'est très abordable. Si vous voulez la version physique, ça sera 30 €. Et voilà, il n'y a que deux pledges de toute façon. Mais voilà, je trouve que c'est très abordable. Et la loot rolliste, alors, les quelques financements que j'ai pu faire, ils arrivaient un peu en retard. Donc là, ils annoncent une arrivée pour février 2027 et physique en mars 2027. Donc, à voir s'ils ont un petit peu rattrapé les retards qu'ils avaient eu à une époque. Mais il me semble que Itos, on les avait eu un peu en retard.
Mais en tout cas, leurs bouquins sont en très bon état et ils font du bon taf en termes de traduction, en tout cas sur Ithos et sur Black Sad, qui sont des jeux espagnols à la base. J'étais très, comment dire, très content de la traduction. J'ose espérer que sur un jeu en anglais, ils s'en sortent aussi bien. Du coup, voilà, c'est pour les fans du Nom de la Rose. Ensuite, toujours en jeu français, malgré le titre Stupot. Donc là, c'est chez Entremonde Édition qui nous propose un jeu de rôle cosy, donc qui s'appelle Stupot Histoire de taverne, où on joue en fait d'anciens aventuriers à la retraite qui tiennent une auberge dans un univers de fantasy et qui ont décidé de raccrocher les armes et de tenir cette auberge avec les anciens compagnons d'aventure et qui choisissent à la fois de s'occuper de cette auberge-là, de prendre sous leur de guider un petit peu une nouvelle génération aussi d'aventuriers qui passerait en fait par cette taverne. Et du coup, on est sur un jeu de rôle qui est un peu particulier puisque c'est un jeu de rôle qui est basé sur les concepts qui ont été développés dans le jeu de rôle Firebrand, qui est un jeu de rôle de méca et de guerre, basé sur tout un ensemble de mini-jeux différents, de mini-jeux pour mettre en scène les différents types de scènes. Et donc Stupo reprend ce principe-là avec une vingtaine de mini-jeux qui servent à représenter les différentes situations quand on fait le ménage, quand on tient à se débarrasser de ses anciens équipements pour les filer à une nouvelle génération. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un danger qui arrive, comment préparer un jour de fête. Donc il y a tout plein de mini-jeux, certains qui se basent sur des cartes, d'autres qui se basent sur des dés. Dans Firebrand, il me semble qu'il y avait aussi le principe de lancer des pièces dans un cercle tracé au milieu de la table. Dans certaines situations, je ne sais pas s'ils reprennent ce principe-là pour Stupot. Mais l'idée c'est de pouvoir jouer aussi une campagne, enfin une partie qui peut se passer de meneur de jeu. On va commencer la partie toujours par le premier pas. Et ensuite, en fonction de la durée qu'on veut donner à la partie, on va tirer un ou plusieurs événements qui vont se matérialiser par autant de mini-jeux autour de la table. Tout ça dans une ambiance très cozy, wholesome. En jeu vidéo, on parle de wholesome games pour parler de jeux chaleureux qui ne sont pas forcément basés sur de l'opposition, qui sont pas basés sur plutôt des ambiances parfois parfois un peu tristes, un peu sombres, mais qui ont toujours cette ambiance un petit peu chaleureuse un petit peu doudou. Et je pense que là, on a clairement un jeu qui s'inspire qui pourrait s'inscrire dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des wholesome RPG. On a eu effectivement Obsidian le signal dans le chat, Pumpkin Spice, dont je vous avais parlé il y a 1 mois et demi, si je dis pas de bêtises. Et du coup, là, on a Stupot qui est sorti en anglais et là, donc, qui va avoir une version française, qui est, d'ailleurs, merci encore Obsi de me rappeler que c'est Evil Hat qui le propose en VO. Et du coup, là, c'est Entremonde qui s'occupe de la version française. Entremonde, dont jusqu'à présent, je n'ai
que du bien à dire des jeux, de leurs jeux qui me sont passés entre les mains, à savoir à l'heure actuelle Knight, comment dire, Chronique de l'étrange et Devastra, et du coup aussi Star Trek, je viens de m'en rendre compte. Donc maintenant je sais aussi qu'ils sont capables de faire d'une très bonne traduction, puisque Star Trek, je suis en train de le lire, Star Trek Adventure, et la traduction est très quali. Donc je m'inquiète assez peu de la qualité de la traduction par Entremonde. L'objectif est atteint, ils sont à 167%, 12 000 euros obtenus, 142 souscripteurs. Il reste 17 jours, donc si vous souhaitez participer. Donc là, on arrive effectivement sur début août. Au niveau des pledges, le pledge numérique est ici à 20 euros, la version physique à 45 euros et une version à 89 euros pour avoir à côté de ça les gadgets, à savoir le bloc de fiches d'aventurier, des tirages d'art de certaines illustrations, puisque tout est écrit et illustré par un seul auteur en plus. Du coup, histoire il y a vraiment du coup une cohérence dans le jeu. Donc personnellement, je me suis pas encore décidé à pledger. Je vais peut-être me laisser convaincre. Je n'avais pas pledgé sur la version anglaise parce que, effectivement, je dois avouer que je suis pas encore tout à fait dans cette vibe du wholesome RPG. Mais ça commence à devenir quelque chose qui me questionne. On voit émerger du coup peut-être une nouvelle façon de proposer du jeu de rôle. Bah, je vais peut-être effectivement commencer à mettre le nez dedans, histoire de voir ce que ça donne. Et on va pouvoir passer au financement participatif en anglais avec Rise of the Lazy Game Master. Donc, alors, pour ceux qui ne situeraient pas, la série des Lazy Game Master est une série de suppléments publiés par Sly Flourish et écrit par Mike Shea, qui est composé en fait de toute une série de bouquins de jeux de rôle plus ou moins généraliste, mais quand même très orienté Donjons et Dragons, qui a pour but d'aider les meneurs de jeu dans leur dans leur préparation et de parties de jeux de rôle. Et du coup, ça a été matérialisé par cette appellation de Lazy Game Master, donc de meneur de jeu feignant. On avait eu du coup, alors je sais plus comment le premier s'appelle. Je crois que c'était tout simplement le Lazy Dungeon Master Guide, si je dis pas de bêtises, la première version, donc qui est sortie en 2012 maintenant. On a eu ensuite le Return of the Lazy Dungeon Master, qui était une version réécrite, donc en 2018, que personnellement j'ai acheté. Et donc maintenant on a le Rise of the Lazy Game Master, qui encore une fois est une remise à plat, encore une fois, de sa méthode pour vous proposer des préparations de jeux de rôle très simples, que personnellement j'ai complètement adopté. Il s'agit d'une boîte à outils sur OK, qu'est-ce qui va être important pour effectivement mettre en place votre partie. Et du coup, il y a un processus en 8 étapes. Alors, je ne vais pas vous faire dans le détail, mais il y a le principe vous n'avez pas besoin d'écrire votre scénario de A à Z. Vous avez juste en gros besoin de 10 secrets et trucs à découvrir par les personnages, mais qui ne sont pas liés à des PNJ ou des lieux clés. C'est des choses que vous allez donner au personnage en fonction de l'avancée du scénario pour donner du rythme.
Vous allez créer au moins 3 lieux avec chacun 3 mots-clés pour les décrire. Vous allez créer au moins 3 PNJ avec chacun, vous prenez un personnage de fiction qui vous l'inspire pour excusez-moi, pour l'incarner rapidement. Bref, c'est plein de petits outils comme cela. Il n'y a absolument rien de révolutionnaire, soyons honnêtes. C'est juste la mise à plat, la mise à l'écrit de techniques, d'outils qui sont qui simplifient en fait votre travail en tant que meneur de jeu. Et du coup, avec cette version-là, il remet à plat l'écriture, en essayant apparemment, d'après ce que j'ai compris, de moins centrer sur les exemples Donjons et Dragons, même si ça va rester très orienté fantasy. On va avoir aussi, il a interviewé énormément de meneurs de jeu pour obtenir leurs trucs et astuces et les partager. Des canevas de scénarios d'aventure préétablis où en gros vous avez juste à remplir des trous pour lancer en fait votre partie, et bien sûr des tables aléatoires dans tous les sens. Si vous avez déjà Return of the Lazy Dungeon Master, d'après ce que j'ai compris, ça ne sera pas forcément ça va pas révolutionner ce que vous avez déjà appris avec ce bouquin-là. Mais par contre, si jamais vous voulez vous lancer dans la masterisation et que vous lisez l'anglais et que vous cherchez des conseils pour vous simplifier la vie, c'est vraiment ça le principe, c'est vraiment toujours se simplifier la vie. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Achetez un coup d'œil aussi tout simplement à la chaîne YouTube de Mike Shea, à son blog. Il y a plein de conseils et tout ça. En gros, ces bouquins, c'est surtout beaucoup de la réécriture et de la remise en forme de conseils qu'il mettait de base sur son blog. Et vraiment, là, quelque chose qui est dans la lignée des bouquins Sortir de l'auberge, publiés par la Martin Marteau en français, que je vous recommande aussi d'ailleurs, au passage. Mais du coup, là, destiné plutôt spécifiquement au jeu de rôle médiéval fantastique et en anglais. Il reste 20 jours pour participer. Autant dire qu'il a explosé son objectif, puisqu'il avait un objectif à 30 000 €. Il en est à 250 000 aujourd'hui. 1629 backers. Le pledge digital, le pledge numérique est à 20 $, donc ce qui le fait à peu près à 18 €. Et je vous invite à ne prendre que celui-là parce que la version imprimée sera imprimée aux États-Unis et donc évidemment avec des frais d'envoi absolument monstrueux. Mais sinon, si vraiment vous voulez y aller, c'est 50 $ pour la version physique. Ensuite, j'en avais parlé il y a 3 semaines, mais du coup, le financement participatif est enfin lancé. Medievalien, j'ai toujours beaucoup de mal à le prononcer, ce nom de jeu. C'est comme Cowboy contre Envahisseur, mais avec des chevaliers. Donc le jeu de rôle où vous allez jouer des chevaliers à l'époque médiévale qui vont aller bastonner des petits gris, des prédateurs et des aliens pour défendre l'humanité. Ça a l'air très cool, franchement. Système à base de D6, une patte graphique vraiment très cool à base d'illustrations du haut Moyen-Âge. Voilà, avec un principe aussi de non seulement en fait donc l'émission, mais aussi de un petit peu à la Pendragon, de gestion du fief entre deux missions où vos personnages ont explosé
de l'extraterrestre et récupérer peut-être des fragments de technologie qu'ils pourront utiliser dans leur prochaine quête. En tout cas, je vous en avais, comme je dis, parlé il y a 3 semaines et moi, j'ai backé directement. La version, là encore, je recommande la version numérique pour les mêmes raisons. C'est publié aux États-Unis, donc des coûts d'envoi de la version physique absolument abusés. Sachez que la version numérique est à 18 €. D'accord. L'objectif qu'ils ont, c'est juillet 2027. Donc, ils se donnent 1 an pour la sortie du jeu en version anglaise, sachant que le jeu est déjà écrit en italien et qu'ils doivent travailler du coup sur la traduction en anglais. Et ben, du coup, vache, moi j'ai dû galérer pour trouver l'info. Sérieusement, s'il vous plaît, quand vous mettez en place votre page de financement participatif, mettez les infos facilement trouvables. Please. On va pouvoir passer aux sorties qui ont attiré mon attention. Alors, première sortie dont je voulais vous parler cette semaine, c'est des Italiens, encore. Voilà, parce que les Italiens, en ce moment, en termes de jeux de rôle, ils explosent tout. On a, du coup, Twilight Sword par Too Little Miles qui est enfin disponible. Du coup, avec Twilight Sword, c'est littéralement Zelda, le jeu de rôle, sans la licence. Je vais vous montrer ça rapidement. Hop, vu que j'avais pledgé et donc j'ai les PDF. Donc, Twilight Sword, c'est cela. Comme vous pouvez le voir, c'est très Zeldo, avec une petite touche, un petit peu de plus de JRPG plus commun, donc il y a un petit peu de FF, il y a un petit peu de Dragon Quest, mais c'est quand même, on va dire, l'ADN de Zelda partout. Le format très particulier que vous voyez à l'écran avec ce bouquin très resserré, c'est parce qu'en version physique, en fait, le livre est pensé pour avoir une forme carrée quand il est déplié. Donc, en fait, la largeur de la page ici, c'est la moitié de la hauteur. Ce qui fait que quand vous mettez en fait 2 pages côte à côte, là, vous avez un carré. Bon, ça sera pour ceux qui choisiront d'acheter le livre en physique. Moi, j'ai pris que la version numérique. Mais du coup, on joue des champions de la lumière qui se réveillent après, après que les forces des ténèbres aient pris possession pris possession en fait des terres de cet univers-là, donc qui s'appelle Radia. Et l'idée, ça va être d'avoir en fait un univers en bac à sable, avec différentes zones où les personnages, ils ont une zone, on va dire, de tutoriel. Au milieu de la carte, il y a un gros château avec qui n'est pas accessible parce que protégé par les forces du désespoir et tout ça. Et du coup, il va falloir que les champions aillent aux 4 coins de la carte pour combattre les minions des ténèbres, faire renaître l'espoir, pour pouvoir accéder au château central et pouvoir aller combattre le Seigneur des Ténèbres. Oui, c'est littéralement le Zelda qui est sorti donc au début de la Switch. Du coup, ce n'est pas Tears of the Kingdom, c'est Breath of the Wild. C'est littéralement Breath of the Wild. Le système, quant à lui, est basé sur des caractéristiques notées sur 12. Vous avez un peuple, donc vous pouvez jouer des pseudo-humains,
avec des oreilles pointues à la, comment dire, à la Link. Vous avez des chats. Vous avez des gros pingouins. Moi, le coup des gros pingouins, je kiffe. Vous avez les mages noirs de de Vivi, de FF9, hein, et les mages noirs des différents Final Fantasy. Vous avez les monsieur et madame très musclés, donc les Oni, hein, ils appellent ça des Toluna, mais c'est des Oni, hein, clairement. Et ça, c'est pour le bouquin de base. Vous avez des caractéristiques, donc force, agilité, vitalité, perception, volonté, savoir, charisme et discrétion, qui sont notés de 5 à 10. Et quand vous faites une action, vous lancez un dé de 12, et si vous faites inférieur ou égal, vous réussissez votre action. Voilà, et après, vous allez avoir des feats pour... comment dire, qui représentent vos capacités spéciales, qui eux sont liés à votre peuple. Chaque peuple vous donne un don. Et après, en fonction de votre classe de personnage, ce qu'ils appellent les voix, donc vous avez la voix de l'épée qui représente en fait le guerrier. Vous avez comment dire, la voix du mage qui est le mage classique avec les éléments. La voix de la lumière qui est le prêtre et le soigneur. La voix sauvage qui est l'archer chasseur, c'est le ranger avec aussi son animal, compagnon animal si vous le souhaitez. La voix de l'ombre pour le voleur. La voix de la chanson pour le barde. Et ça, c'était pour le bouquin de base. Vous avez tout un principe de craft d'objets, de craft de nourriture aussi. Vraiment, on retrouve tout ce qui faisait le sel de Breath of the Wild. À part peut-être la paravoile. Mais bon, ça c'est kiffant en jeu vidéo, mais pas forcément en jeu de rôle. Par contre, soyons clairs, je vous inviterai à ne pas acheter que le bouquin de base. Parce que pour moi, c'est un jeu qui n'est intéressant que si vous prenez le bouquin de base et le bouquin d'univers, donc Land of Radia, qui rajoute quelques options de personnages, mais qui vous décrit surtout de façon, extensive l'univers, et du coup vous permet de vraiment exploiter et d'avoir ce côté bac à sable où vos personnages, les personnages de vos joueurs vont pouvoir explorer les 8 grandes zones de cet univers-là, et pour finir évidemment avec le fameux château final où ils vont affronter le Seigneur des Ténèbres. Du coup, pour moi, les deux bouquins, le bouquin d'univers est indispensable pour pouvoir utiliser le jeu. C'est très bien illustré, le système est très simple, la description des monstres est très cool. Par contre, comme je l'ai dit, c'est vraiment Zelda avec les numéros de série, limés. C'est clairement, on n'a pas eu la licence, donc on a fait notre Zelda à nous, ça respire par tous les pores. Mais du coup, le jeu est vraiment très très cool si vous cherchez un jeu assez simple. C'est pas un jeu crunchy, c'est un jeu très simple, mais vraiment très cool en termes de souffle, d'aventure, d'exploration. Et on n'a pas un univers, incroyablement immense. Vous n'avez pas plusieurs continents, vous n'avez pas un univers avec 300 000 pays. Vous avez vraiment cette zone, Radia, avec sa carte, ces grandes zones à explorer avec plein de points à découvrir. Avec
comment dire, on n'est pas du coup, on n'est pas sur ce qu'on appelle un hex-crawl. En bac à sable, vous avez souvent deux écoles. Vous avez le hex-crawl où vous avez la carte avec les hexagones et vous allez explorer hexagone par hexagone. C'est pas le cas ici. Ici, en fait, chaque zone a ses points de repère. On est sur ce qu'on appelle un point de crawl. Ça veut dire, vous êtes à tel endroit. La route vous permet en gros d'accéder à cette petite île au milieu du lac qui est là, ou de repartir vers le sud, vers le pont qui est le point de passage qui est là. Et les personnages vont se déplacer comme ça de lieu en lieu et explorer ces lieux importants. Et chaque lieu est vraiment bien décrit, avec à chaque fois des amorces de scénario. C'est un... On est vraiment sur un jeu qui est presque clé en main, je trouve. C'est effectivement... Tout à l'heure, avec le guide du Lazy Game Master, je parlais de simplifier en fait la préparation de jeu. Je trouve que vraiment Twilight Sword, c'est un exemple de jeu de rôle facile à prendre en main pour le meneur de jeu, très accessible aux joueurs sans être complètement dénué d'intérêt du point de vue technique par la découverte en fait des synergies entre les différents feats et les différents objets magiques. Vraiment, j'ai été charmé et j'ai vraiment envie de... Faut que je vois... Bon, le problème, c'est que je commence à accumuler les tables de jeux de rôle, donc je vais peut-être pas lancer une nouvelle table tout de suite, mais je pense que quand j'aurai une campagne qui se terminera, je vais peut-être demander s'il y a des joueurs qui seraient intéressés pour lancer une petite campagne là-dedans, avec le principe de vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire je prépare au minimum, je laisse les joueurs se mettre d'accord et voter pour quel est le prochain lieu qu'ils vont visiter, et hop, je prends la description et on enchaîne. Et du coup, je pense que ce que je vous ai dit a permis de montrer un petit peu mon enthousiasme pour le jeu. Je le trouve très bien écrit. Je ne l'ai pas encore testé, évidemment, donc je ne peux pas en dire plus que ça sur comment ça se passe autour de la table. Mais à la lecture, le jeu est vraiment très cool. Et en plus, il est, en tout cas en version numérique, très abordable. Puisque, du coup, je vous ai dit, il faut les 2 bouquins. Actuellement, ils ont des grosses réductions dessus, ce qui fait que le core rulebook est à 12,23 € sur Drive-Thru et le Land of Radia est à 9,17 €, ce qui fait en fait les 2 bouquins pour un peu plus de 20 balles. C'est franchement très abordable. Petit point rapide sur une nouvelle fournée d'univers pour le Cortex. Oui, ils en arrêtent plus, hein. C'est la 3e fournée de suppléments qui est sortie depuis du coup la récupération par Rusty Salesforce Design du développement donc de suppléments pour le Cortex. Et j'ai envie de vous dire, je disais la dernière fois que je pense qu'ils étaient frustrés depuis des mois de rien pouvoir sortir factuellement et qu'ils continuaient dans leur coin à développer leurs univers. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça et qu'ils sont en train de tout release d'un coup là. Donc nouvelle fournée avec 4 nouveaux univers pour le Cortex Prime. Donc je rappelle, Cortex Prime, c'est une boîte à outils qui vous permet de créer en fait votre jeu avec un squelette, on va dire commun, qui peut être utilisé. Et du coup, on a Snowfall Initiative, où vous jouez des gens qui doivent faire face à une nouvelle ère glaciaire qui a la particularité d'être lié au fait qu'un portail vers Niflheim, le royaume des géants des glaces nordiques, se soit ouvert sur Terre. Donc on joue une série procédurale. Donc le principe, c'est de jouer vraiment un format style série télé, où vous allez jouer une équipe à la Stargate qui va chercher à combattre le froid et à trouver un moyen de refermer ce portail vers Niflheim. On a ensuite Safe Zone, donc qui est un univers
post-apocalyptique zombie, avec surtout le fait qu'en fait, là, vous allez jouer au moment où vous avez fondé une colonie qui est relativement safe par rapport aux zombies. Et par contre, c'est là que les emmerdes commencent avec les humains, évidemment. Donc, on est sur quelque chose qui s'inspire évidemment de The Walking Dead, de The Last of Us. Donc, mode survie face aux zombies, trouver des ressources pour survivre, mais aussi survivre face, évidemment, aux autres campements humains qui, eux aussi, recherchent des ressources. Et comment on réagit par rapport à un univers post-apocalyptique. Camp Bewilderwood, où vous jouez des enfants dans un environnement surnaturel, dans un camp d'été, où vous jouez des Lucky Stars, ça veut dire des enfants et adolescents qui ont été invités dans cet endroit-là parce qu'ils sont destinés à de grandes choses. Au niveau des des inspirations, eux ils nomment Gravity Fall et Hilda, mais moi je pense aussi beaucoup à la partie dans le camp des sans-mêlés de Percy Jackson, avec le principe de jouer des adolescents avec un grand avenir. Le fait de devoir gérer à la fois les choses surnaturelles qui se passent dans le camp, mais aussi sa réputation par rapport au... Ça, c'est très série américaine, avec ce principe de... Vous avez les cliques, vous savez, les groupes avec les gamins, les sportifs, les geeks, les goths, ce genre de choses où il faut gérer du coup la réputation auprès des différents groupes d'enfants et d'adolescents. Et enfin, on a Nécromancer, où, comme son nom l'indique, vous jouez des nécromants dans la Londres actuelle, où en fait vous étiez un petit peu les parias du monde de la magie dans un univers donc de fantasy urbaine. Parce que votre pouvoir agit sur les morts. Et il se trouve que il se passe quelque chose, que du coup les morts se relèvent, les morts se relèvent et les fantômes commencent à agir un peu partout. Et du coup, toute cette société qui vous rejette un petit peu, se retrouve à avoir besoin de spécialistes de qu'est-ce qu'on fait pour négocier et interagir avec les morts. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand effectivement vous jouez des nécromanciens qui ont été un petit peu des parias qui d'un coup se retrouvent sous les feux des projecteurs et courtisés par un petit peu tous les acteurs du monde fantastique. Au niveau des inspirations, ça s'inspire de Neverwhere. Donc Neverwhere, urban fantasy écrit par Neil Gaiman Pétasse. Mais ça s'inspire aussi de Hellboy, Penny Dreadful et Supernatural. Donc des choses beaucoup plus cool avec des auteurs beaucoup moins problématiques. Voilà pour les sorties qui ont attiré mon attention. Et pour terminer un petit peu les news de la semaine, on va parler de 2 bundles qui sont disponibles, un en français et un en anglais. Le premier, c'est un gros bundle PDF des Entremondes qui s'appelle la Total Entremonde, avec Knight, donc leur jeu de SF
dark fantasy dans un univers, dans un futur proche où les ténèbres ont recouvert la Terre, il y a des monstres partout, et vous jouez en gros des chevaliers en armure façon Iron Man pour les combattre, avec une énorme campagne, tout plein d'accessoires et tout ça. C'est très cool, Knight, franchement, j'adore. Par contre, il faut aimer un petit peu le crunchy et pouvoir s'amuser à bidouiller un petit peu son armure, chercher les synergies et tout ça. Vous avez aussi autre jeu excellent, vous avez Hong Kong, les chroniques de l'étrange et tous ces suppléments là encore. Donc le jeu de rôle de Romain D'Huissier, je ne suis pas objectif, c'est un pote. Mais du coup, excellent jeu de rôle qui se passe, comme son nom l'indique, à Hong Kong, où vous jouez ce qu'on appelle des Fatsis, à savoir des exorcistes qui ont été reçus un mandat divin donc par les dieux du Tao pour maintenir un petit peu la frontière entre le monde des mortels et le monde surnaturel, donc des fantômes, des démons, des créatures surnaturelles du folklore chinois. Le jeu est excellent, là aussi, je peux en témoigner. Et vous avez 2 autres jeux que du coup je n'ai pas encore. Je me tâte du coup à prendre le bundle pour les avoir. Vous avez d'un côté Célestopol 1922 qui est donc un jeu de un petit peu steampunk où vous jouez en fait dans une espèce d'empire russe avec de la un empire russe qui ne s'est pas écroulé en fait et qui du coup est toujours là en 1922. Il n'y a pas eu la révolution de 1917 si je dis pas de bêtises. Et voilà, on est vraiment dans un côté fantastique, néo-rétro, puisqu'on est quelque chose sur très inspiré, voilà, de l'esthétique, de l'art déco et tout, oui, j'ai oublié, oui, ça se passe sur la Lune. Effectivement, l'empire russe s'est développé et a été jusqu'à coloniser la Lune à la fin du 19e siècle. Donc, très très cool. En tout cas, dans l'univers, j'aime beaucoup l'aspect graphique, mais pour l'instant, je n'ai pas lu le jeu, j'ai pas encore acheté, donc je ne peux pas juger de la qualité. J'ai juste eu l'occasion un petit peu d'échanger avec l'auteur sur les réseaux sociaux et c'est une personne qui m'a l'air tout à fait cool. Enfin, Entremonde, de toute façon, de tous les échanges que j'ai eu avec Entremonde, ça s'est toujours très bien passé. Et le dernier, c'est The Heist, qui est un jeu de braquage. Là encore, avec ses suppléments. Donc, on a beaucoup de matos. En format numérique, il y a de quoi jouer. Rien qu'avec Knight. La campagne de Knight, c'est un monstre. C'est un monstre tellement elle est énorme, cette campagne. Donc, on est là sur je sais plus combien, on est sur un équivalent de plusieurs centaines d'euros de matos disponibles pour 69 €. Nice. Donc, je ne peux ici que témoigner vraiment pour Knight et pour Chroniques de l'étrange, mais rien que pour ces jeux-là, 69 €, ça les vaut largement. Et bon, si Célestopol est aussi bon que les quelques retours que j'ai eus, ça ira. Opsi nous dit qu'il a bien aimé The Ice, mais personnellement, c'est pas un jeu qui m'intéresse parce que je suis pas très braquage. Très gros bundle disponible entièrement en français, d'un éditeur que j'apprécie énormément. Par contre, effectivement, ils disent Total Entremonde.
Alors je sais, voilà, je sais que je les ai en tant que backer, les comment dire le Star Trek Adventure et les bouquins de Devastra, mais effectivement, du coup il n'y a pas de total, dommage. Et l'autre bundle dont je voulais vous parler, c'est un bundle pour aider un auteur de jeux de rôle qui a connu une période difficile récemment. Il s'agit de Rae Nedjadi, du coup un auteur philippin qui a entre autres qui a écrit Apocalypse Keys, qui est un de mes gros coups de cœur de ces dernières années, donc un jeu motorisé par Brindlewood Bay, où vous jouez des monstres qui enquêtent sur des trucs surnaturels en essayant d'éviter de sombrer du côté obscur, et du coup avec tout ce principe dont j'ai parlé un peu plus tôt en parlant du jeu Nom de la Rose, où vous enquêtez sur vous enquêtez sur un mystère, et c'est les joueurs qui, par leur déduction, vont créer le coupable et les circonstances, expliquer tout. Et du coup, Rae a été hospitalisé en fait en avril de cette année suite à des problèmes respiratoires. Plusieurs complications sont venues là-dessus. Et visiblement, il est passé très proche d'un décès ou au moins d'une maladie, d'être très lourdement handicapé. Il a des séquelles et il a besoin d'aide financière pour aider, entre guillemets, à se remettre. Du coup, plusieurs éditeurs ont mis en place ce bundle pour le soutenir financièrement. Donc, ce bundle, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient justement le fameux Apocalypse Keys dont je vous parlais, avec son supplément, et rien que pour ça, ça vaut le coup. Vous avez aussi Defy the God, qui est un jeu de rôle PBTA de j'ai bouffé le nom. En gros, toutes les histoires à la Conan, à Conan le Barbare, à la Red Sonja, et ainsi de suite. Donc, de la Sword Art Sorcery. Voilà. C'est un jeu de Sword Art Sorcery où vous allez, vous défier les dieux c'est inspiré par le Clash des Titans, par Conan, par Princesse Mononoke. J'ai échangé avec l'auteurice et je lui ai dit Xena, c'est quand même bien Xena. Non, tu vas pas me dire qu'avec le sous-texte queer de Xena, le fait que régulièrement ils envoient chier les deux dedans, ça c'est pas une inspiration. L'auteur m'a dit clairement 100%. Donc voilà, si vous cherchez un jeu de rôle Xena qui assume complètement sa queerness, puisque c'est là écrit par une auteur queer, allez-y. Vous avez aussi alors il y a des choix que je trouve bizarres, puisque par exemple on a des suppléments mais sans les bouquins de base, puisqu'on a un excellent supplément destiné à Shadow of the Demon Lord, mais si vous ne l'avez pas, le jeu il vous servira pas à grand chose, ce supplément. Pareil, vous avez un supplément pour Wild Sea, sans le jeu ça sert pas à grand chose. Par contre, vous avez le jeu de rôle Raccoon Sky Pirate, où vous jouez donc des pirates de l'air, raton laveur, et rien que ça vaut le coup. Non, sérieusement,
Vous avez Brindlewood Bay, donc le jeu de rôle dont je vous parlais. Vous avez Blue Rose, dont je trouve le système à chier, mais le côté très fantasy romantique est très intéressante. Vraiment, il y a des choses très cool. Et pour moi, rien que pour Brindlewood Bay, Apocalypse Key et son supplément, Defy the God, Parangon qui a aussi un très bon bouquin de jeu de super-héros, jeu de rôle de super-héros, le Jumpstart de Trinity et le Jumpstart de They Come From Beneath the Sea, donc de la SF par Onyx Pass et du film d'horreur des années 50 avec des monstres en caoutchouc, toujours de Onyx Pass. Rien que pour tout ça, un bundle, voilà, à 21,86 €, dont les sous vont aller aider un auteur queer philippin dans une situation compliquée qui a besoin effectivement d'aide financière. Sérieusement, allez-y. Et il y a quelques jeux incroyables dans le lot qui, pour moi, méritent largement ces 20 balles. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de vous de mettre en avant cette semaine. Ça sera tout du coup effectivement pour cette semaine. Comme d'hab, je tiens à remercier ceux qui sont venus sur le chat. Merci de votre passage, merci de votre soutien. Je remercie bien évidemment tous ceux qui vont regarder le replay sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch ou à la chaîne YouTube. Évidemment, si vous souhaitez soutenir ce que je fais, partagez l'émission, mettez un pouce, mettez un commentaire pour le référencement sur YouTube, ça permet de gagner en visibilité. En attendant, prenez soin de vous, surtout par cette période effectivement assez compliquée avec la chaleur actuelle, la canicule et l'inaction de nos politiques. Rappelez-vous, l'année prochaine, c'est les élections présidentielles. Rappelez-vous pour qui il faut voter pour un petit peu faire bouger les choses socialement. On rappelle, LFI. Oui, j'assume complètement. Et du coup, je vous dis, je l'espère la semaine prochaine, si tout se passe bien et si du coup j'ai l'occasion de faire la semaine prochaine, je pense que j'en profiterai pour faire un gros focus sur la OnyxCon qui a eu lieu donc là, il y a 2 semaines. Donc on va revenir sur toutes les annonces qu'a fait Onyx Pass. Et puis voilà quoi. Donc prenez soin de vous et de vos proches, jouez bien, et puis je l'espère à la semaine prochaine, ou à bientôt en fonction de ce que la température me permettra de faire. Ciao!